De la naissance au sport de haut niveau, l'ostéopathie accompagne chaque étape de la vie. Que signifie réellement pratiquer l'ostéopathie? Quels sont les enjeux et les perspectives de la profession? Comment l'ostéopathie s'intègre dans le parcours de soins? Pour répondre à ces questions, l'IOB, Institut d'ostéopathie de Bordeaux, vous invite à découvrir sa série de podcasts « L'ostéopathie, apprendre et exceller à l'IOB ». Quels sont les multiples visages de l'ostéopathie? Pour en parler, dans ce 3e épisode, nous sommes accompagnés de Thomas Juan, ostéopathe DO et enseignant à l'IOB, et Monsieur Staff, CEO, ostéopathe DO et fondateur de l'IOB. Bonjour Thomas, nous sommes ravis de vous recevoir. Pouvez-vous évoquer votre parcours brièvement et la place d'IOB aujourd'hui dans votre carrière, s'il vous plaît? Alors bonjour, effectivement je suis Thomas Juan, donc avant tout kinésithérapeute, diplômé de 2009. Et ensuite j'ai fait une formation continue au bout de quelques années en ostéopathie, où j'ai été diplômé en 2018 et depuis je n'exerce qu'exclusivement l'ostéopathie. Et j'ai eu cette envie de transmettre à des nouvelles générations l'ostéopathie et mes connaissances. C'est pourquoi du coup je me suis rapproché de l'IOB qui a des valeurs proches des miennes pour pouvoir justement enseigner à ces nouveaux étudiants. Thomas, pouvez-vous nous dire comment l'ostéopathie interagit-elle avec d'autres spécialités médicales ou paramédicales dans ces différents domaines? Alors, dans beaucoup de domaines, l'ostéopathie interagit avec le médical et le paramédical, avant tout avec le médecin généraliste et les médecins de spécialité pour savoir si on peut intervenir ou non, ou au niveau diagnostic différentiel si on oriente chez les médecins. Mais après, moi, personnellement, dans le sport de haut niveau, j'interagis beaucoup avec des professionnels paramédicaux, des kinés essentiellement, mais aussi des occlusodontistes, des diététiciens, des orthoptistes. Donc tout ça, c'est vraiment aussi pour l'aspect postural, mais aussi bien-être de la personne et performance derrière dans le sport de haut niveau, entre autres. Selon vous, Thomas, y a-t-il des domaines encore sous-exploités où l'ostéopathie pourrait apporter une vraie valeur ajoutée? Effectivement, l'ostéopathie pourrait amener vraiment une valeur ajoutée déjà dans la recherche, qui est aussi indispensable pour nous-mêmes en tant qu'ostéopathes pour savoir les prétentions thérapeutiques que l'on apporte, mais aussi du coup dans tous les champs de compétences que l'on peut avoir et diffuser un petit peu aux autres professionnels. Moi, à titre d'exemple, je travaille beaucoup avec une diététicienne nutritionniste pour l'aspect douleur au niveau viscéral et justement, elle interagit au niveau plan alimentaire, moi au niveau viscéral et on a des résultats plutôt positifs et sur le mieux-être de la personne. Le soin de la pathologie est réservé aux médecins, mais nous on peut avoir une action intéressante. Et puis après, dans le sport de haut niveau, donc tout ce qui est postural, moi, je travaille beaucoup avec des occlusodontistes, des orthoptistes, mais aussi des médecins du sport, justement pour avoir cet aspect performance pure et potentialiser justement au maximum l'athlète vers le haut niveau. Bonjour Monsieur Staff, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous sur ce podcast. Qu'est-ce que l'ostéopathie pédiatrique apporte aux nourrissons et enfants? Bonjour. Alors la première chose que l'ostéopathie pédiatrique apporte aux nourrissons et aux enfants, c'est la prévention. La prévention de beaucoup de pathologies, en particulier chez les nourrissons, la prévention des infections ORL à répétition, et également, et surtout aussi, les préventions des pathologies dites orthopédiques, c'est-à-dire les perturbations de la marche lorsque l'enfant se verticalise. Et cette prévention, elle est assurée par d'abord un examen clinique extrêmement précis du crâne du nourrisson, puisqu'il faut savoir que le premier traumatisme de l'être humain, c'est l'accouchement, la naissance. On voit en plus ces dernières années une croissance de la problématique des asymétries du crâne qui sont liées aux efforts d'expulsion donc de la mère lorsqu'elle accouche et surtout à l'utilisation de matériel obstétrical donc, qui vont créer des dommages au niveau de la boîte crânienne, provoquer des chevauchements des plaques osseuses et perturber toute la dynamique du crâne. Et quand je dis toute la dynamique, c'est aussi bien au niveau mécanique qu'au niveau de la circulation des fluides intracrâniens, en particulier le liquide cérébrospinal qui véritablement est là pour drainer l'ensemble des cavités du système nerveux central. Et donc ces déformations crâniennes, elles ont un impact direct
sur tous les orifices du crâne et de la face, que ce soit les orbites, que ce soit les os propres du nez, les sinus, les futurs sinus maxillaires et frontaux, et bien évidemment les conduits auditifs. Donc cette prévention, cet examen dit néonatal du nourrisson devrait à mon sens être même obligatoire. Et d'ailleurs, de plus en plus de maternités, que ce soit dans le territoire français et dans d'autres pays, de plus en plus de maternités conseillent très fortement les parents pour une consultation de prévention néonatale qui véritablement va s'inscrire dans un schéma interdisciplinaire avec le pédiatre qui garde bien évidemment la dimension médicale, en particulier la surveillance des organes nobles. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, cet examen néonatal ostéopathique est obligatoire depuis plusieurs décennies. Pouvez-vous nous détailler l'engouement que vous constatez pour l'ostéopathie pédiatrique depuis plusieurs années, s'il vous plaît? Alors moi qui exerce depuis plus de 30 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, quasiment 50% des parents, dans le cadre évidemment de ce qu'on appelle des accouchements dystociques, c'est-à-dire des accouchements compliqués, 50% de ces parents consultent des ostéopathes. Alors, soyons attentifs à une chose, il faut évidemment qu'il y ait un accord des parents et aussi un accord du pédiatre pour que cet examen puisse se réaliser et surtout que cette prestation thérapeutique de la plus haute importance soit réalisée, et là j'insiste, par un ostéopathe compétent et formé de manière efficiente à l'approche d'un nourrisson. Vous imaginez bien, je dis toujours à mes étudiants, l'ostéopathie pédiatrique c'est vraiment de l'orfèvrerie, c'est de l'horlogerie suisse, on touche à des mécanismes osseux, à des mécanismes de membrane qui sont extrêmement précis et ça demande une palpation et une expérience véritablement importante. Donc les jeunes ostéopathes sont formés évidemment à cela, les parents au travers des différents magazines, des différents reportages, mais surtout aussi par le bouche à oreille qui est véhiculé par l'ensemble des parents, eh bien l'engouement est de plus en plus important. Les mutuelles d'ailleurs l'ont très bien compris puisqu'il y a des remboursements systématiques aujourd'hui en grande partie sur les tarifs des consultations, et le monde médical a aussi compris quelle était cette utilité. Cet engouement, au travers de la prévention, permet tellement d'apporter un confort à l'enfant et d'éviter tellement de pathologies et de médications antibiotiques qu'il est absolument indispensable, et je pense que d'année en année encore, cet engouement va aller de manière croissante dans le territoire français et j'espère aussi dans les autres pays d'Europe. Comment l'ostéopathie pédiatrique s'intègre dans le parcours de soins multidisciplinaires? Alors, dès la première année, moi je suis chargé des cours de concepts et de principes fondamentaux de l'ostéopathie à l'IOB et dans mes différents établissements, comme ICOM en Suède et International Osteopathic Education. Dès la première année, on sensibilise dans les premiers cours les étudiants sur l'importance de cette sphère crânienne qui tient une place si importante dans le fonctionnement humain. Et d'année en année, on va approcher différentes connaissances anatomiques, physiologiques, pathologiques dans les cours pour que nos ostéopathes, une fois diplômés, puissent être capables de prendre en charge toutes les pathologies pédiatriques, que ce soit, je le citais, les infections ORL, mais aussi les problématiques d'asthme, des problématiques d'allergie, des problématiques de troubles de croissance, des problématiques d'hyperactivité, etc., qui sont par ailleurs, plusieurs études l'ont démontré, ces phénomènes d'hyperactivité sont très souvent liés à une souffrance crânienne chez l'enfant qui est parfois totalement ignorée et uniquement transférée sur le plan psychothérapeutique. Donc au fil des années, au fil de cette formation de 5 années, qui est une formation très solide, nos étudiants sont sensibilisés à ces différents cas cliniques et reçoivent, dans le cadre des consultations cliniques, à partir de la 5e année, des enfants et des nourrissons sous le contrôle, bien évidemment, des tuteurs de stage dont je fais partie, qui sont là pour contrôler, qui sont là pour leur apporter l'expérience nécessaire à l'approche d'un nourrisson et d'un enfant. C'était l'ostéopathie, apprendre et exceller à l'IOB, le podcast de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-nous bientôt pour de nouvelles discussions autour de la formation et du métier d'ostéopathe. Tous nos épisodes sont disponibles sur les plateformes de streaming.